Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau Facebook Live qui d'ici quelques temps sera doublé par notre télévision YouTube. Et oui, l'IRMC va se doter de sa télévision sur YouTube, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, merci à tous de nous avoir rejoints. Merci aux personnes qui sont présentes parce que je ne suis pas seule dans cette salle, nous sommes quelques-uns. Selon donc la logique mise en place du présentiel raisonné, tout le monde est bel et bien masqué et je vais donc commencer à faire mon introduction. Alors, très rapidement, je voudrais rappeler un petit peu l'historique de ce séminaire. C'est Sarah Benafissa, directrice de recherche à l'IRD, qui m'a proposé de monter un séminaire autour des problématiques liées à l'islam politique et à l'islamisme après 2011. Cette idée a évolué pour se transformer à une réflexion plus large autour de l'islam qui, sans exclure bien évidemment la dimension politique, se proposait aussi de la compléter par des entrées plus sociétales. Le premier volet du séminaire s'est ainsi déroulé à Paris en décembre 2019 et avait pour titre « Printemps arabe et renouvellement de l'interrogation scientifique sur l'islam et l'islamisme » et il a eu pour enjeu notamment de mettre en exergue les principaux apports d'une nouvelle littérature scientifique multidisciplinaire sur la thématique de l'islam et de l'islamisme, issue du monde académique français, anglo-saxon, mais également des pays du monde arabe. Si depuis les années 1980, le phénomène de l'islamisme a fait la part belle aux lectures politiques de l'islam, les printemps arabes ont mis en valeur des acteurs qui se revendiquent de ce courant pluriel au devant de la scène, réactivant ainsi un certain nombre d'imaginaires que nous pensions complètement révolus. Je pense notamment à Daesh. C'est ainsi que les représentations les plus médiatisées de la religion musulmane renvoient à un univers mental d'une religion omniprésente et qui serait inscrite dans un passé anhistorique. Pourtant, les réalités laissent avoir des processus de sécularisation à l'œuvre dans les sociétés musulmanes maghrébines depuis les années 70 et voire même bien avant. C'est pourquoi le choix du sujet de notre deuxième séminaire s'est porté sur l'islam au quotidien ou la sécularisation par le bas, qui avait été initialement prévu sous forme d'une journée d'études qui aurait dû avoir lieu le 27 mars 2020. Cette journée d'études a été reportée à aujourd'hui, le 6 novembre, pour finalement être transformée en une série de conférences individuelles. On a transformé finalement cette journée d'études dans un séminaire qui va être plutôt mensuel avec des conférences individuelles regroupant les différents participants qui avaient accepté de répondre à notre invitation. Comment définir la sécularisation? En quoi se distingue-t-elle de la laïcisation? Comment traduire ces notions à Paris, dans l'Europe occidentale du XIXe siècle, dans des langues relevant d'univers culturels différents comme le monde arabo-islamique? Et surtout, comment, dans les quelques minutes qui me restent, vais-je pouvoir vous proposer des réponses? Alors, je commencerai par quelques pistes plus que des réponses. Je commencerai par distinguer de manière absolument non exhaustive la sécularisation de la laïcisation en disant, de manière très simple, que la sécularisation relève du processus, alors que la laïcisation, du moins dans sa première acception telle qu'elle se construit au XIXe siècle, relève du domaine législatif. Il s'agit de légiférer, de produire des lois. Comment alors définir la sécularisation? S'il est difficile de définir de manière exhaustive la sécularisation, nous retiendrons qu'il s'agit là d'un processus pluriséculaire que les historiens ont pour coutume de faire remonter à l'affaire Galilée au XVIIe siècle, avec le début de la sortie de la religion du domaine scientifique. Selon les propos attribués à Galilée, il revient à la science de dire comment va le ciel et à la religion comment on va au ciel. Ce processus finit par gagner bien des domaines de la société, se matérialiser, parfois, par des lois. C'est ainsi qu'au moment de la Révolution française prend fin la monarchie de droit divin, ou encore, plus proche de nous, la loi de séparation, dite de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Là, nous sommes clairement dans un processus de laïcisation. Il convient de préciser que le langage courant lui-même s'abuse et se méprend sur la portée de cette loi. La loi ne sépare pas le temporel du spirituel. En dépit de son titre ambitieux, elle a un objet beaucoup plus modeste.
Elle privatise le service public des cultes et supprime son organisation publique par l'État. Il est bien question des cultes. Le terme de religion n'apparaît à aucun moment dans la loi de 1905. Ni l'État ni la République n'ont été plus laïques avant qu'après 1905. Il a simplement été question de ne plus financer les ministres du culte, de ne plus les nommer et ainsi de ne plus non plus participer à la construction et à l'entretien des édifices du culte. Si l'on s'accorde sur le plus petit dénominateur commun sur la sécularisation, à savoir la sortie ou la non-présence du religieux dans certains domaines, le processus de sécularisation a lui aussi débuté depuis des siècles dans le monde musulman. Pour ne prendre que le cas du droit, son autonomie est effective depuis des siècles dans des domaines aussi différents que le commerce ou encore le statut personnel. Je donnerai un seul exemple. Au XIXe siècle, la question du droit religieux ne s'applique pas pour ce qui concerne l'héritage et la transmission dans les sociétés kabyles qui, au XIXe siècle, pratiquent l'exhérédation des femmes. Toutefois, dans les années 1970, un tournant est perceptible. En effet, la contestation de l'autorité religieuse en particulier s'accompagne généralement d'un processus d'individuation. L'individu revendique une place centrale, notamment par son choix de sociabilité élective en rupture avec les cadres d'une société traditionnelle, donc avec ses autorités représentatives. Dans le même temps, les transformations structurelles ont considérablement bouleversé le rapport aux religieux, comme l'alphabétisation, le rôle des femmes, la place des jeunes, l'accès à une information mondialisée et bien d'autres éléments. Autant d'éléments qui constituent le terreau de la désécularisation. Mais si ce processus ne réagit pas à l'événement, pourrait-on malgré tout déceler des éléments nouveaux depuis 2011 ? Je m'en arrêterai là pour rappeler que ce séminaire est porté par l'IRMC en partenariat et dans le cadre de son partenariat avec l'IRD et l'UMR Développement et Société. Et il envisage donc de réfléchir sur les mécanismes à l'œuvre depuis les années 1970 qui ont permis à des processus de sécularisation de transformer en profondeur les sociétés maghrébines. Il sera question ainsi à partir d'études de cas de présenter des situations à la fois singulières et représentatives à l'échelle de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc et de l'Égypte. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Imed Melliti, sociologue, professeur à l'université Tunis Al-Manar, chercheur associé à l'IRMC, vice-président de l'AISLF, l'Association internationale des sociologues de langue française, qui a consacré de très nombreux travaux à la jeunesse. Je ne mentionnerai que le dernier en date, qui porte sur les jeunes et le sentiment d'injustice. Ce soir, M. Melliti va nous présenter une conférence intitulée « Jeunes et religion dans les quartiers périurbains de Tunis, entre sécularisation de fait et retour aux religieux ». Mais avant de lui céder la parole, c'est avec grand plaisir que je vais laisser Sarah Benafissa vous dire quelques mots. Merci. Donc, la conférence est reproduite intégralement. Au moment où nous passerons aux questions, eh bien, nous serons obligés de vous dire au revoir, mais surtout pas adieu. Je vous dis donc à très bientôt et restez surtout en ligne. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wassila, pour cette introduction qui a synthétisé cette animation de recherche animée, donc initiée entre l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, l'UMR Développement et Société, qui est mon laboratoire d'origine, et l'IRMC de Tunis. Alors, je vais simplement dire quelques petits mots d'introduction à au séminaire d'aujourd'hui, rappeler, comme a dit tout à l'heure, voici là disons les éléments centraux qui ont provoqué la volonté d'organiser ces séminaires. En fait, on est parti du constat que les printemps arabes qui ont commencé il y a une dizaine d'années, donc, et que se poursuivent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, ont mis en exergue le poids des acteurs islamistes dans les reconfigurations politiques des pays de la région. Mais ils ont révélé également la grande diversité des acteurs politiques islamistes. Mais en même temps, ces soulèvements arabes n'ont pas qu'une dimension culturelle, politique.
ils ont également une dimension culturelle d'une très grande importance, car ils ont exprimé également une crise de l'autorité dans ses multiples aspects, y compris ces aspects, y compris celles pratiquées par les hommes de religion et les autorités institutionnelles de l'islam ou du christianisme dans certains pays. Ça, c'est très important. De même, ce qu'on note, c'est qu'aux laïcités autoritaires, c'est une expression que j'emprunte à Pierre-Jean Luisard, aux laïcités autoritaires des pays de la région, et des régimes politiques des premières décennies d'indépendance, succède aujourd'hui une sorte de mouvement de sécularisation par le bas, qui se nourrit du mouvement contraire de salafisation et de rigidification des pratiques et des croyances religieuses. Donc véritablement, on a affaire à un mouvement contradictoire, l'un qui pousse l'autre à réagir, etc. Et le troisième impact fondamental donc, de ces printemps arabes a été, comme a dit tout à l'heure Wassila, le renouvellement quasi complet des interrogations scientifiques, non seulement sur l'islamisme, mais sur l'islam en général. D'ailleurs, de plus en plus, on n'arrive plus à faire la distinction entre islam et islamisme, dans ces multiples dimensions, comme l'atteste la multiplication des travaux en français, en anglais, mais également en arabe. Et ça, j'insiste pour dire qu'il y a un renouvellement également en arabe des écrits sur l'islam et dont il importe de tenir compte. Donc, on a animé une première journée, là j'étais, celle de Paris, c'était au mois de décembre dernier, sont intervenues, elles portaient sur le renouvellement de l'interrogation scientifique sur l'islam et sur l'islamisme. On a eu Nabil Moulin qui est intervenu sur la question du califat. Qu'est-ce que le califat, cette utopie islamiste? On a eu également une chercheuse de l'IRD, Nathalie Bernard-Baugiron, une grande spécialiste du droit musulman, et qui nous a parlé des usages de la loi islamique dans la normativité des pays concernés par le printemps arabe. Nous avons eu également une Tunisienne, Asma Nouira, très importante intervention sur l'impact de l'arrivée des islamistes au pouvoir sur les institutions de gestion du culte musulman, à partir de l'exemple tunisien. On a eu également une Algérienne, Amel Boubacar, qui nous a parlé des islamistes et salafistes algériens dans le mouvement de Hirak. Et moi-même, je suis intervenue sur comment ce printemps arabe a permis de renouveler l'analyse de l'organisation des frères musulmans, non seulement égyptiens, mais à mon avis, des frères musulmans en général. Ça, c'est ce qu'on avait, ce dont nous avions parlé donc, au mois de décembre dernier. Et donc là, on commence notre deuxième séminaire en visio. Et je dis donc bienvenue donc, à Ahmed Belliti pour son intervention sur l'islam au quotidien chez les jeunes. À toi, Ahmed. Merci. Merci. Merci Wassila, merci Sarah pour cette invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de cette thématique que j'ai l'occasion de rencontrer énormément de fois sur mes terrains, auprès des jeunes essentiellement. Et je voudrais aujourd'hui faire une communication qui partirait essentiellement d'une enquête de terrain qui a été faite il y a quelques années, il y a 4-5 années maintenant, sur les jeunes des quartiers périurbains de Tunis, en particulier sur le quartier de Tabarn et de Louariche, une enquête qui a eu lieu fin 2014, avec un collectif de chercheurs composé de moi-même, mais d'autres collègues, Hayat Moussa, Falamloum, Rida Ben Amr et Mohamed Ali Benzina, et qui a été financé par une ONG internationale Alerte à l'époque. Alors, cette enquête, comme je l'ai dit, a été faite la fin de 2014 et elle a été rendue publique, elle a été publiée en 2015 dans un ouvrage collectif intitulé Les jeunes de Douarij et de Tadamel, une enquête sociologique, dont voici le livre. Alors, l'enquête en question a été à la fois une enquête quantitative et une enquête qualitative, et ce qui est une chance, en quelque sorte. Moi, je suis habitué à travailler, je dirais, dans des démarches qualitatives parce qu'elles sont des démarches beaucoup moins coûteuses de compte fait, beaucoup plus domestiques, beaucoup plus économiques, etc., beaucoup plus artisanales. Et là, on a eu un financement qui nous permettait de faire une enquête, je dirais, de grande envergure pour au moins l'objet en question. Et puis, on a pu aussi faire des entretiens assez approfondis. Alors, l'enquête, le volet quantitatif, a concerné un échantillon de 714 enquêtés, choisis selon la méthode des quotas et stratifiés selon des variables,
surtout la variable tranche d'âge, quartier, sexe, niveau d'instruction et activité économique. Et les jeunes qui ont été interrogés sont tous âgés entre 18 et 34 ans. Même si, peut-être on aura l'occasion de revenir à ça, il est très difficile de définir un jeune. Alors surtout, je dirais, les jeunes ont du mal à progresser dans les parcours de vie. Ils peuvent, même à l'âge de 40 ans, se prendre pour un jeune quelque part. Et il faut je dirais, leur dire que voilà, ils ne font pas partie de notre définition au moins de cette catégorie. Et puis, il y avait un volet qualitatif de l'enquête qui a reposé sur un matériau collecté, comme je l'ai dit, par le biais d'une quarantaine d'entretiens semi-directifs et de 6 focus group. Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, je me contenterai bien sûr des éléments qui viennent apporter, je dirais, de l'eau à notre moulin, c'est-à-dire des éléments qui pourraient alimenter, nourrir notre réflexion sur ce double processus de retour au religieux, peut-être, on verra, et de sécularisation par le bas chez les jeunes. Alors, mais avant de revenir peut-être à l'enquête elle-même, je voudrais peut-être partager avec vous quelques éléments de réflexion sur les reconfigurations actuelles du champ religieux en Tunisie et au Maghreb, et qui, je pense, comme l'a rappelé aussi là tout à l'heure, ne remontent pas à hier, je veux dire, qui datent de quelques décennies en moins. Alors, je commencerai par un article, un très bel article de Kader Zral, publié en 1982, qui est l'un des premiers articles qui porte sur l'islamisme en Tunisie. Zral l'a écrit après son retour des États-Unis. Il était frappé de trouver l'université tunisienne qu'il avait quittée dans un état complètement différent, avec des barbus partout, etc. Et Zral, dans cet article publié en 82, s'étonne que ce sont les jeunes des pays les plus urbanisés et les plus occidentalisés, c'est-à-dire l'Égypte et la Tunisie essentiellement, qui se mobilisent au nom d'un retour à l'islam, que ce sont les étudiants des établissements universitaires, scientifiques, qui sont les plus touchés par ce phénomène, alors que le monde rural semble plutôt épargné par la vague d'islamisme, dit-il. Il écrit littéralement, « Pour la première fois dans l'histoire contemporaine du monde arabe, les adeptes d'une idéologie qui proclame le retour au passé ne sont pas des notables menacés dans leur statut par la rapidité des changements sociopolitiques, mais des jeunes généralement formés dans des disciplines scientifiques. » Et je pense que pour répondre à cet étonnement, je dirais, de Zral, cette interrogation, nous disposons quand même de quelques éléments de réflexion intéressants qui sont le produit d'une accumulation de savoir qui s'est faite tout au long, je dirais, des mois, 30-40 dernières années. Alors, je pense que pour comprendre ce paradoxe qui vient d'être soulevé par Zral, il faut se mettre en tête, je dirais, un certain nombre de changements d'envergure qui sont produits dans le monde arabe en rapport religieux, dans surtout la période post-coloniale. Et je pense qu'il y a 3 éléments importants qu'il faudrait souligner. La première chose, et qui va jouer un rôle incroyable, qui a joué un rôle incroyable, je dirais, dans la réforme chrétienne aussi, c'est les effets de la massification scolaire. Le moment, je dirais, de la massification, ce moment que nous connaissons aujourd'hui, mais qui a commencé quand même depuis les années 70 au moins, permet à une grande majorité de jeunes, de gens de manière générale, d'accéder à la tradition scripturale, d'accéder au texte écrit, d'accéder avant tout au Coran, mais aussi au tafsir, aux commentaires, aux livres de sira, aux livres de fiqh, etc. Et cet accès direct, je dirais, à la parole sacrée, au verbe sacré, à l'interprétation du texte sacré, va, je dirais, jouer un rôle important dans le déclassement de cette catégorie d'exégètes autorisés pour le faire, qui sont les ulama. Mais aussi, et c'est très important de le rappeler, je pense que la massification scolaire a eu d'autres effets très importants. La massification scolaire favorise une sociabilité du groupe des pairs et l'émergence d'une culture propre aux classes d'âge, en l'occurrence une culture juvénile ici. Elle retire les enfants du milieu domestique éclos et les soustrait en partie à l'influence de la famille et par conséquent aux formes de religiosité portées par la sphère domestique. D'autres observateurs comme Ayed et Bourqiya au Maroc ont souligné le fait que l'école, en plus de ça, véhicule, transmet un habitus qu'elle appelle orthodoxe de la religion. Elle apprend la vraie religion, entre guillemets, d'accord, face à ce qui serait les errements d'une religiosité familiale, distordue, l'islam populaire, les pratiques magico-religieuses, les superstitions, etc. D'accord. Ça, c'est, je crois,
le premier changement qui va jouer un rôle important. L'accès à la parole sacrée, l'accès au texte, l'accès à l'islam scriptural, d'accord, face à l'islam populaire qui est surtout un islam de l'oralité, d'accord, et surtout ce sentiment qui va naître petit à petit chez une bonne partie des populations du Maghreb, et en Tunisie en l'occurrence, d'être compétent dans la prise en charge de la fonction exégétique. Je peux moi-même interpréter les textes. Deuxième fait, est ce que j'appellerais une sécularisation de fait. Malgré ce qu'on dit aujourd'hui d'un retour à l'islam, une forme de réislamisation qui est portée par des acteurs que l'on connaît bien, des islamistes de tous bords, plus ou moins radicaux, etc., je pense que le Maghreb a connu un phénomène de sécularisation de fond, d'accord, qui s'est construit dans la durée et petit à petit. Les indices de cette sécularisation profonde des sociétés maghrébines sont nombreux, et si on n'arrive plus à les voir quelque part, c'est parce qu'exactement, je dirais, ils deviennent évidents. Ils deviennent un élément tout à fait quelconque dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. D'accord ? Mais il faut rappeler quand même que au bout, je dirais, d'un siècle, peut-être un peu moins, 50 ans, d'accord, on voit des activités de toutes sortes, sociales, éducatives, scientifiques, artistiques, se retirer de l'emprise du religieux ou échapper de plus en plus à l'emprise du religieux et des symboles religieux, et on assiste plus que jamais à une dissociation entre temps profane et temps religieux et une marginalisation des espaces sacrés, des espaces religieux dans l'espace urbain. On n'est plus dans la situation dans laquelle la Zitouna, je dirais, occupe le centre de la vie des gens. Et encore, ça s'appliquerait à toutes les mosquées de toutes les villes de Tunisie. D'après Mohamed Touzi, la visibilité excessive du religieux dans le champ politique serait d'ailleurs le contrepoids de la perte de sens, ou la perte, je dirais, de l'emprise du religieux sur les territoires immenses, comme il dit, du quotidien. Si on devient très sensible à, je dirais, à toutes les manifestations politiques du religieux, c'est parce que réellement le religieux n'est plus un élément important dans notre quotidien. Troisième élément, et Sarah vient de rappeler au détour d'une phrase au départ, c'est le fait que, avec surtout la naissance des États postcoloniaux, ce corps d'interprètes, je dirais, légitimes de l'islam, les ulama, ont perdu leur rôle. Les institutions traditionnellement, je dirais, chargées de la fonction d'interprétation des textes ont été démantelées à des titres divers, de Tunis au Caire, Azhar peut-être, mais nous connaissons tous le travail de Melik Azhar sur l'Azhar, etc. Mais de toute manière, je pense que les ulama ne sont plus des interprètes crédibles, les porteurs, je dirais, de l'islam traditionnel, ne sont plus des interprètes crédibles de la parole religieuse, ne sont plus autorisés, je dirais, à parler au nom de Dieu. Ils sont transformés au mieux en professionnels de la religion, au pire en fonctionnaires de l'État, à la solde par conséquent du prince, et on assiste à ce que Bruno Etienne appelle ce thème de la trahison des clercs. On ne fait plus confiance, je dirais, aux porte-parole, aux représentants officiels de l'islam étatique, essentiellement. Voilà ce qui est, je dirais, des préalables sur lesquels je voulais inciter. Maintenant, je viens à l'enquête. Je pense que dans l'enquête, nous disposons de beaucoup d'éléments qui traitent de la question religieuse, mais si j'essaie de résumer rapidement, peut-être pour vous donner une grille de lecture préliminaire, je peux dire que l'enquête contient 4 paquets de données qui portent sur cette problématique du retour au religieux et de la sécularisation. Une sécularisation par le bas, comme vous le dites, c'est-à-dire une sécularisation silencieuse, et peut-être c'est le propre de toutes les sécularisations par rapport à la laïcité affirmée politiquement, juridiquement, etc., une sécularisation par le bas, silencieuse, faisant rarement l'objet de revendications politiques proprement dites. Alors, le premier paquet, c'est un paquet qui porte sur l'observance des prescriptions rituelles religieuses, la prière, le jeûne, etc. Et ça en dit long sur le rapport des jeunes aux religieux et sur exactement à la fois le retour, ou ce retour religieux, mais en même temps cette sécularisation rampante en quelque sorte. Deuxième paquet porte sur les sources d'informations religieuses qui ont d'autorité aux yeux des jeunes. Les jeunes s'informent auprès de qui? Qu'est-ce qu'il y a, je dirais, grâce à leurs yeux en termes de lecture des sources religieuses, etc. Troisième paquet,
c'est un paquet qui concerne le rôle de la religion comme source de normativité, comme guide des comportements et des normes sociales. Quatrième paquet, c'est un paquet qui concerne l'attitude vis-à-vis du salafisme et de l'islam radical. Et je vous rappelle une chose, l'enquête a été faite en 2014, c'est-à-dire quelques années après le départ de la Troïka, d'accord, un moment où le quartier, en l'occurrence, l'un des quartiers qui ont été enquêtés de Warish, a connu de grandes affaires de salafisme djihadiste, une mosquée dans laquelle on trouvait des armes, l'interdiction de Ansar al-Sharia. L'enquête a été faite dans un contexte très agité sur ce plan-là, d'accord, et vous allez constater que ce que je vais dire par rapport à cette question-là renvoie de manière bien claire, je dirais, à cette agitation-là et au fait qu'il y avait une polarisation dans la société tunisienne autour de l'attitude à observer face au mouvement salafiste. Alors, je prends ces paquets un par point, un par un. Alors, je vous ai dit que dans l'enquête, nous disposons de l'enquête quantitative, c'est-à-dire nous disposons de chiffres. Et les chiffres sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de faire des cadrages d'ordre général. Hein. Peut-être, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette enquête, malgré sa modestie, entre guillemets, a été peut-être l'un des premiers travaux systématiques, avant le livre qui a été fait par Mou'minoun Bila Houdoud, d'accord, sur l'état de l'islam en Tunisie, à prendre le pouls, si j'ose dire, hein, du rapport religieux et des pratiques religieuses en Tunisie. Si on compare la Tunisie au Maroc, on peut dire que la Tunisie est largement en retard sur cette question. Le Maroc a fait une série d'enquêtes qui jalonnent, je dirais, pratiquement les 30 dernières années et qui donnent chaque fois un état de la situation à un moment ponctuel, un point donné. Et on peut d'ailleurs, grâce à ces enquêtes, je dirais, pas longitudinales, mais qui sont même successives dans le temps, hein, mesurer l'évolution de la situation. En Tunisie, cette enquête dont je parle peut-être est l'une des premières, d'accord, à essayer de mesurer aussi hein, les pratiques religieuses, le degré d'observance, etc., des prescriptions rituelles. Alors, l'enquête, comme je l'ai dit, nous donne une radiographie, si j'ose dire, de l'observance des prescriptions rituelles en termes de chiffres. Nous disposons, grâce à cette enquête, de données qui nous disent on n'est plus dans le discours, les jeunes prient un peu plus comme ça, d'accord, mais on sait exactement s'ils prient réellement plus ou moins, d'accord. Alors, on sait, par le biais de l'enquête, que 53% des jeunes interrogés prient. Près de leur moitié, c'est-à-dire 50% des 50%, 25% en tout cas, de la totalité de la population, le font dans les heures canoniques, hadar, d'accord, et près du quart à la mosquée. Nous pouvons s'attendre à une chose, et elle est confirmée, la quasi-totalité des jeunes interrogés font Ramadan. 92% font le jeûne du Ramadan. Et ils font parfois ce qu'on appelle le jeûne surérogatoire, hein, qui touche 38% des jeunes. C'est énorme quand même, d'accord? Et cette pratique du jeûne surérogatoire est encore plus importante chez les filles, et elle touche chez les filles 60%. Alors, ce qui est intéressant peut-être à rappeler d'emblée, c'est que avec ces données-là, nous assistons un peu à ce qui serait une inversion de l'ordre biographique de la pratique religieuse. Nous sommes habitués à ce que les gens prient un peu plus en avançant dans l'âge. D'accord ? Et ce n'est pas le cas de la Tunisie uniquement. Des enquêtes, même européennes, montrent que généralement, les gens deviennent plus croyants et plus, je dirais, sensibles aux questions religieuses en progressant dans l'âge. Ici, on n'est plus dans cette courbe que les statisticiens appellent une courbe en J, dans laquelle on croit un peu plus dans l'adolescence après la pratique religieuse décline, pour remonter vers les 50-60 ans, c'est-à-dire lorsqu'on n'a plus vraiment d'occupation familiale importante, professionnelle, familiale, etc., et qui ne cesse de croître exactement en avançant dans l'âge. Ici, on voit que les jeunes, quand même, sont très très nombreux, massivement, c'est pas peu, hein, 50%, un jeune sur deux, sont dans une pratique, je dirais, très très régulière sur le plan religieux, et n'attendent pas leur vieillesse pour commencer exactement à revenir à Dieu, entre guillemets, comme on le dit en tunisien. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est, je pense, de jouer sur les variables, de voir parmi ces jeunes-là, est-ce qu'il y a des variables qui interviennent? Est-ce qu'il y a des facteurs qui jouent un rôle important? Alors,
on constate dans l'enquête que le taux des jeunes pratiquants fluctue en fonction d'un certain nombre de variables, et surtout en fonction de deux variables, le sexe et le niveau d'instruction. Les filles sont beaucoup plus pratiquantes, incontestablement, d'accord, et surtout, on constate une chose qui est très très intéressante à analyser, on constate que les gens deviennent plus pratiquants avec un niveau d'instruction plus élevé. Et que le niveau de pratique, le taux de pratique augmente avec le niveau d'instruction, il régresse avec le niveau d'instruction. Par conséquent, les moins pratiquants, ce sont les analphabètes, et les plus pratiquants, ce sont les gens qui sont diplômés du supérieur. D'accord? Alors, vous voyez très bien que c'est des données qui sont très très intéressantes à interpréter. Deuxième élément important, je crois, dans cette enquête, et moi je pense qu'il faut vraiment s'attarder sur cet élément, c'est ce qu'on pourrait appeler le profil des non-conformistes. Si on a une majorité de jeunes qui pratiquent, et surtout qui font le ramadan, quels sont les jeunes qui ne le font pas? Et on va constater que les non-conformistes sont d'abord les garçons plus que les filles. Les filles sont peut-être plus soumises, je dirais, à l'autorité familiale, ont moins la possibilité de se révolter ou de ne pas être dans la conformité, je dirais, sociale. On constate surtout que non seulement les garçons sont beaucoup moins conformistes que les filles, mais on constate surtout que ce sont les personnes les moins dotées sur le plan culturel et économique, et surtout les gens qui ont un niveau d'instruction moins élevé, ce sont les personnes qui sont les moins conformistes. C'est-à-dire que c'est vraiment le petit ouvrier journalier qui ne fait pas ramadan et qui va aller dans un café pour boire son café quotidien, ou l'ouvrier de chantier, etc. Mais la plupart des gens qui appartiennent aux couches supérieures, c'est-à-dire les cadres, les gens qui ont un niveau d'instruction élevé, ce sont les gens qui sont beaucoup plus dans l'observance des rites religieux. Je vous ai épargné, je dirais, les chiffres, parce que les chiffres, à l'oral surtout, c'est très compliqué à présenter. Peut-être si on avait un PowerPoint, etc., ça aurait été mieux. Mais de toute façon, les chiffres sont très clairs. Par exemple, je reviens sur la différence entre les filles et les garçons. Les garçons sont 11% à ne pas faire le jeûne, alors que les filles sont 2% seulement. Vous voyez, c'est 5 fois. Même si on est dans des chiffres très limites, mais les proportions, les écarts entre exactement les deux sexes sont énormes. C'est 5 fois. Même si on est à 2 et à 11%. Mais 5 fois, c'est énorme quelque part. D'accord? Alors, comment expliquer cela? Je pense qu'on dispose de deux explications pour rendre compte de ce phénomène, surtout de cet écart, si je veux dire, entre les gens qui sont dotés en termes de niveau d'instruction et les gens qui sont analphabètes et qui sont par conséquent, je dirais, réduits à une condition socio-économique très fragile. L'explication, la première explication est la suivante. On peut reprendre ce que je lui ai dit en citant Ayadi. C'est-à-dire que peut-être ces gens-là n'ont pas été exposés, si j'ose dire, à cet islam orthodoxe véhiculé par l'école. Ils n'ont pas appris exactement la bonne religion telle qu'elle est apprise à l'école. Mais je pense qu'une autre explication est beaucoup plus judicieuse, c'est celle qui s'inspirerait, si j'ose dire, des lectures weberiennes sur le religieux, et qui rappelle que généralement, Weber l'a dit pour les sociétés qu'il a pu observer, que les gens, lorsqu'ils sont assurés de leur salut, comme il dit, intramondain, ils cherchent leur salut supramondain. Lorsqu'ils n'arrivent pas à assurer leur salut dans les ci-bas, ils s'en fichent aussi de l'au-delà, quelque part, parce qu'ils pensent d'abord à assurer leur salut dans la vie de tous les jours, ici, avant de chercher exactement à sauver leur peau dans l'au-delà. Je pense que, et ça on le trouve aujourd'hui, c'est-à-dire les enquêtes aussi européennes, je crois, sur les valeurs, dans lesquelles il y a des paquets toujours très intéressants sur la question religieuse, vont à la même conclusion. Généralement, les gens de niveau, je dirais, socio-économique et socio-culturel assez élevé sont les plus pratiquants, les plus conformistes, si j'ose dire, en termes de religiosité. Alors, l'enquête montre aussi, mais ça c'est attendu, que les jeunes proches de la mouvance salafiste et ceux qui lui témoignent de la sympathie sont plus nombreux à prier à la mosquée. Parmi les enquêtés qui affirment avoir une attitude positive vis-à-vis de cette mouvance politico-religieuse, la moitié déclare prier habituellement à la mosquée. Selon les données de l'enquête, il existerait plus généralement un lien évident entre les positions politiques favorables ou tolérantes vis-à-vis du salafisme djihadiste et l'intensité de la pratique religieuse et le respect des heures canoniques.
près de la moitié des jeunes qui s'opposent à la classification de Ansar al-Sharia comme organisation terroriste, c'est-à-dire ceux qui sont tolérants vis-à-vis du salafisme djihadiste, d'accord, près de la moitié, d'accord, de ces jeunes-là, déclarent, voilà, prier aux heures canoniques. Vous voyez, c'est-à-dire ils sont vraiment très très stricts dans l'observance des rites religieux. Ils ne prient pas, enfin, moi je connais des gens qui prient, mais il y a une différence entre celui qui arrête son travail pour aller prier et celui qui, à la limite, lorsqu'il a terminé la journée, il est un peu fatigué, d'accord, il fait la série en fin de journée. On n'est pas dans le même degré, si j'ose dire, dans la même intensité de la pratique et surtout de la foi qui accompagne la pratique. Alors, deuxième paquet d'éléments, c'est le paquet qui concerne les sources autorisées, les sources qui font autorité aux yeux des jeunes. Hein. Alors, là-dessus, il semble de l'enquête que la première source qui fait autorité chez les jeunes en matière de religion est le Coran, avec 98%. 98%, ils disent, ma seule référence c'est le Coran, d'accord. Vient ensuite les livres religieux, considérés comme très importants par 85%. Ensuite, les ulémas, avec 77%, les prêches des mosquées, avec 51%, et très loin devant l'Internet. Alors, vous voyez que là aussi, peut-être, on n'est pas dans ce qu'on pourrait imaginer, je dirais, comme ça, tel que c'est porté par les médias, par voilà, cette idée que exactement les jeunes aujourd'hui ne voient, n'entendent que ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Peut-être que, c'est vrai, les réseaux sociaux fabriquent, je dirais, de la radicalité, ça on est certain, d'accord. Mais, cela dit, les jeunes, au moins à l'époque, on a fait l'enquête, ne se fiez pas, ne revenez pas de manière systématique aux réseaux sociaux pour se former, pour par exemple statuer sur la licéité ou je sais pas, le caractère licite d'une pratique ou pas. Hein. Halal ou haram, yajouz ou la yajouz, comme on dit en arabe, d'accord. Ils font ça essentiellement, soit par référence au livre, soit par référence au Coran lui-même, soit par référence, je dirais, aux ulémas, et beaucoup moins en revenant à Internet. Alors, c'est un lieu commun peut-être, mais il est important de le rappeler. Les sources d'information religieuse et les espaces de socialisation religieux n'ont pas le même poids en fonction du genre ou du niveau d'instruction. La télévision, par exemple, joue un rôle plus important pour les filles, parce qu'elles passent plus de temps à la maison, tout simplement. La mosquée, beaucoup plus pour les garçons. Le rôle de la mosquée est plus déterminant pour les moins dotés au niveau scolaire. Hein. Ceux qui ont moins de capacité, je dirais, de décrypter par eux-mêmes le texte religieux, font confiance à la parole du prêcheur du vendredi, d'accord. Et les chiffres le disent de manière tout à fait évidente. Alors, les données de l'enquête par entretien confirment ce que j'ai dit au départ, confirment l'hypothèse que les jeunes, notamment les plus instruits, penchent vers une forme d'exégèse autodidacte. Je peux moi-même, par mes propres moyens, interpréter le texte, et ces jeunes-là, surtout instruits, revendiquent une égalité de fait dans l'accès aux religieux. Je n'ai pas besoin d'interprète. D'accord? Je peux le faire moi-même. Leur accès à l'écrit leur donne le sentiment de pouvoir légitimement interpréter la tradition religieuse. Qu'il s'agisse, sans passer par la parole de ceux qui prétendent la monopoliser, c'est-à-dire les ulamas traditionnels, mais aussi les prédicateurs, je dirais, nouveaux, hein, les nouveaux prédicateurs, Amr Khaled ou d'autres prédicateurs médiatisés essentiellement. Alors, il apparaît aussi que les jeunes font référence en permanence au Coran comme ultime source et comme seul moyen d'arbitrage entre les interprétations antagoniques de la tradition religieuse. Le livre, c'est-à-dire le Coran, mais aussi les livres de commentaires, tafsir, de sunnah et de fiqh, et ce qui permettrait à ces jeunes, plus ou moins initiés aux arcanes des textes religieux, de se faire un jugement personnel sur chaque détail, sur chaque question, de se prononcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la licéité de telle ou telle chose, ou le contraire. Alors, mais les entretiens montrent aussi, je dirais, une certaine disqualification du clergé officiel, des ulémas officiels. Les entretiens montrent que cette disqualification est complètement consommée aujourd'hui. Hein. Je l'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure, d'accord, de ce thème de la trahison des clercs qui a été analysé par Bruno Etienne. Je pense que ce qu'il disait il y a 30 ans maintenant, d'accord, s'applique aujourd'hui clairement.
Et, entre autres, parce qu'exactement, ce clergé officiel était de mèche, si j'ose dire, était très lié au pouvoir autoritaire en place pendant exactement toute la première, je dirais, partie de la construction des États nationaux. Alors, il y a des choses très intéressantes. Moi, par exemple, à l'époque où on faisait l'enquête, d'accord, il y avait une figure qui montait, un alim qui montait dans l'espace public, qui est Felid el-Beji, qui était un alim officiel qui prétend être le porteur, je dirais, d'un islam authentiquement tunisien, zaytounien, etc., et qui était politiquement proche de Beji Khaït Sebsi et de Nita Tunis. Et on a trouvé des extraits d'entretien dans lesquels on met au pas, si j'ose dire, d'accord, ce type de profil et de figure. Je vous cite par exemple ce que nous a dit un jeune qui s'appelle Nizar, d'accord. Il nous dit la chose suivante: j'assistais parfois à sa prêche du vendredi à Manouba, il parlait de Felid el-Beji, mais je ne vous le cache pas, on n'a pas trop confiance dans ces imams. Sous l'Ancien Régime, la plupart d'entre eux étaient avec le régime et défendaient le président. Ils ne se soumettaient pas à la religion, mais ils suivaient ce qu'il leur disait. Et on sait tous que la Tunisie a passé 40 ans, d'accord, à ne pas être, les Tunisiens à être partagés, ont passé 40 ans à être partagés sur le fait de commencer le jeûne tel jour ou tel autre jour le lendemain, en suivant l'Arabie Saoudite, etc. Parce qu'on n'a pas confiance, je dirais, dans exactement la décision officielle, étatique, etc. Et en particulier dans le Mufti. Et les quelques extraits que nous avons dans l'enquête sur le Mufti ne sont pas, je dirais, vont dans la même direction, d'accord, montrent que le Mufti je dirais, ne bénéficie pas de plus de confiance aux yeux des jeunes que exactement les ulémas dont je viens de parler. Troisième élément très important, c'est la question normative, la normativité. À quel point la religion est une source, je dirais, de normativité. Nous avons posé aux jeunes des questions très très variées sur la place des normes religieuses dans leur vision du monde et dans leur pratique. Est-ce que la polygamie, par exemple, est un droit charaïque qu'il faut rétablir? La vente d'alcool devrait-elle être interdite dans un pays musulman ou non? Le port du voile est-il une obligation charaïque non négociable ou le contraire? La mixité dans les espaces publics est-elle illicite d'un point de vue religieux? Et on a constaté que les jeunes sont très partagés sur ces questions. Ils se prononcent de manière majoritaire pour l'interdiction de la vente d'alcool, par exemple, avec 73%. Et pour le port du voile, avec 63%. D'accord? Considéré comme une prescription charaïque incontournable. Ils sont plus réservés quand il s'agit d'approuver le retour de la polygamie. Il n'y a que 23% qui sont pour le retour à la polygamie, et de condamner d'un point de vue religieux la mixité dans les espaces publics. Ils sont que 37% à condamner la mixité homme-femme dans l'espace public. Alors, sans surprise, plusieurs données montrent que les jeunes qui sont dans une proximité idéologique avec le salafisme penchent plus que les autres vers une lecture rigoriste de la norme religieuse. Il est intéressant de noter que les enquêtés qui revendiquent un positionnement favorable à la mouvance salafiste sont 3 fois plus nombreux, 30%, que ceux qui prennent leur distance par rapport à cette mouvance à approuver un éventuel retour à la polygamie. Parmi les gens qui sont pro-salafistes, il y a quand même 30% contre 10% seulement, qui sont pour le rétablissement de la norme polygamique en Tunisie. Les mêmes tendances se confirment pour ce qui concerne le port du hijab, la mixité dans les espaces publics et l'interdiction de la vente d'alcool. Les données montrent que le taux des jeunes qui considèrent que le port du hijab est un devoir charaïque est quasiment le double, d'accord, il est à 75%, parmi ceux qui désapprouvent la classification d'Ansar Sharia comme organisation terroriste que chez les jeunes qui l'approuvent. On passe on va dire, je vais vous dire combien le taux, on passe de 43 à 74%. Vous voyez, les chiffres sont toujours un peu compliqués à suivre. Mais notez bien, je dirais, cette tendance générale que exactement, chez les jeunes qui sont plutôt favorables, je dirais, à ces groupes salafistes, on est beaucoup plus, je dirais, et pour la polygamie, on est, comme on peut s'y attendre, d'accord, beaucoup plus pour le port du hijab et beaucoup plus pour toutes sortes, je dirais, de retour des normes religieuses, soi-disant charaïques. Alors, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi le rôle de la variable genre. Cette variable est aussi déterminante. Il y a un écart énorme entre les filles et les garçons. Les garçons, par exemple, qui sont attachés à leur rôle traditionnel de gardien d'honneur du groupe, d'accord,
sont beaucoup plus nombreux que les filles à affirmer le caractère illicite sur le plan religieux de la mixité dans les espaces publics. Hein. On a 31% de garçons contre 11% de filles, 18% de filles qui sont contre la mixité dans l'espace public. Les filles sont beaucoup plus, je dirais, pour la mixité que les garçons. Les écarts entre les filles et les garçons sont aussi visibles en ce qui concerne le port du hijab, la polygamie et la vente d'alcool. Alors qu'elles sont plus nombreuses que les garçons à penser que le port du hijab est une obligation charaïque, les filles sont plus nombreuses à s'attacher au hijab, d'accord. Les filles sont nettement plus réticentes à approuver le retour à la polygamie, on peut le comprendre. Les garçons étant 3 fois plus nombreux à réclamer le rétablissement de la norme polygamique que les filles, d'accord. Les filles sont en revanche plus sévères en d'autres matières. Plus des 3 quarts des filles seraient favorables à l'interdiction de la vente d'alcool. Ça aussi, on peut le comprendre. Hein. On voit très bien. Les garçons voudraient un peu plus de polygamie et les filles sont beaucoup plus contre, je dirais, la vente d'alcool. C'est des choses peut-être qui, pour ceux qui connaissent la Tunisie, passeraient pour évident. Mais c'est intéressant, je pense, d'avoir des données chiffrées sur des choses qui sont de l'ordre très souvent de l'intuitif, de l'impressionniste, etc. Alors, comment font les jeunes pour s'accommoder d'un ordre social parfois très éloigné de leur idéal? C'est ça la question aussi. Hein. Moi, je pense que ce qui est intéressant, et ce que l'on prête à montrer, c'est la chose suivante. Et c'est des choses qui ont été relevées par d'autres chercheurs avant, comme Mounia Ben Anishraï, par exemple. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que les jeunes sont, je dirais, pour une lecture beaucoup plus rigoriste de la norme, mais de la norme abstraite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de la norme en tant que norme. Ils seraient beaucoup plus, je dirais, pour l'interdiction de vente d'alcool. Mais en même temps, ce sont eux-mêmes qui vont acheter l'alcool. Il y a une sorte de séparation entre la pratique, d'accord, et la norme abstraite. Il y a une sorte de normativité en roue libre, si j'ose dire, d'accord, qui fait que, au quotidien, on arrive à s'accommoder. Hein, et, à la limite, je dirais, le durcissement rigoriste de la norme a pour contrepoids la possibilité de s'en écarter dans la pratique. D'accord? Je peux opter pour une lecture très très rigide de l'islam parce que je sais que finalement, je ne vais pas m'en tenir, je ne vais pas l'appliquer. D'accord? Il n'y a plus, je dirais, cette recherche de cohérence entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. D'accord? Et je crois que cela représente, d'accord, l'une de ces formes de sécularisation par le bas. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, d'accord, la sécularisation, c'est aussi les pratiques sociales. Ce n'est pas uniquement ce que pensent les gens, d'accord, mais dans les faits, les gens vont s'accommoder de toutes sortes de choses qui sont complètement contradictoires avec la norme telle qu'ils se la représentent, d'accord, et ils n'ont aucun problème pour vivre, je dirais, comme ça, sur deux registres à la fois, sur deux je ne trouve pas le mot, mais voilà, sur 2 manières de voir les choses à la fois. Dans le livre de Mounia Ben Anishraï, je crois qu'il y avait un titre très intéressant. Elle disait un peu pour moi, un peu pour Dieu, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, exactement, c'est vrai, je ferai des choses pour Dieu, mais aussi il ne faut pas que je m'oublie dans l'affaire. Il faut que je puisse m'épanouir, m'assurer un minimum de plaisir, vivre ma vie, vivre ma jeunesse. Il faut que jeunesse se passe, comme on dit, etc. D'accord. Il y a beaucoup de tolérance, d'accord, avec exactement très souvent une représentation très rigide de la norme religieuse. Alors, mais très souvent, bien sûr, ces arbitrages au quotidien sont très difficiles à faire. On a trouvé des jeunes qui sont très partagés, qui ne savent plus sur quel pied danser, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Pour qui c'est un peu dur. Pour d'autres, on voit très bien qu'ils sont capables de mettre beaucoup d'eau dans leur vin, quelque part, ou de vin dans l'eau, plutôt dans ce cas-là, pour exactement accepter des choses qui, je dirais, théoriquement seraient complètement répréhensibles sur le plan religieux. Alors, je vais vous citer 2 petits extraits, l'un qui montre toute cette angoisse, si j'ose dire, de la norme qui pèse sur les jeunes, et une autre qui montre comment on peut s'en défaire très très vite, d'accord. On peut la mettre en veilleuse, mais la mettre à l'écart pour mener sa vie de manière plus ou moins, je dirais, normale, et surtout pour pouvoir faire face aux contraintes de la vie quotidienne, de la précarité, etc. Alors, le premier extrait est un extrait d'un jeune qui s'appelle Ahmed, qui nous a dit lui-même qu'il était islamiste sur le bord, islami choya, comme il a dit, et qui
tenait un café et construisait en même temps un hammam à l'époque où on faisait l'enquête avec lui et qui, finalement, en lisant un livre de fiqh, a lu la partie ou le chapitre qui porte sur le riba, sur le prêt à usure de la banque. Et cette lecture l'a complètement, je dirais, angoissé. Alors, il nous dit la chose suivante: j'ai lu ce chapitre sur l'usure. J'étais dégoûté de moi-même. Je pourrais dès demain déposer un dossier pour avoir un crédit afin de finir la construction du hammam. Je crois qu'il faut appliquer la loi de Dieu. Al-hukm bima anzal Allah. Même si cela ne m'arrange pas dans mon travail, car je ne devrais plus avoir les jeux de cartes, parce qu'il a les jeux de cartes dans son café, d'accord. La salle de jeu, il a une salle de jeu en arrière-boutique, d'accord, dans le café. Croyez-moi, la charia, ça va être dur, mais je le ferai. Vous voyez, lui, il a pris ce parti. Un autre, c'est complètement le contraire, et on voit très bien à quel point ces conditions, je dirais, pèsent sur lui, et je dirais, l'amène à une lecture très, très, très soft, plus que soft, de la norme religieuse. Alors, il parlait des jeunes du quartier, et de lui-même, entre autres, mais de manière un peu détournée. Il disait, c'est-à-dire, ils vendent de l'alcool. Ils vendent de l'alcool, bien sûr, clandestinement. C'est mieux que le vol. Les deux sont haram, mais c'est mieux que le vol. Car si je vole une pièce qui appartient à quelqu'un, je l'aurais privé d'une chose qui pourrait lui être utile, ou à ses enfants. Donc, le vol, c'est non. Mais vendre de la zatla, ou de l'alcool, vous voyez très bien, il glisse un peu, de l'alcool, il passait déjà à la zatla, d'accord. Ce sont mes affaires à moi pour manger. Je n'agresse personne pour nourrir ma fille. Dieu m'est témoin, lui seul sait ce qui m'oblige à le faire. Vous voyez très bien, ici, lui, il cherche quand même à justifier, je dirais, toutes sortes d'écarts par rapport à la norme religieuse, d'accord, et il dit tout simplement que les contraintes de la vie l'obligent à être dans l'illicite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il fait une hiérarchie, je dirais, des illicites. Le vol, c'est vraiment l'illicite. La zatla et l'alcool, c'est un peu moins illicite. Et dès qu'on est dans cette logique-là, on est dans une logique qui exactement permet, je dirais, ce que j'ai appelé tout à l'heure, j'ai dit, de mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire voilà, de pouvoir accepter des choses qui ne sont pas tout à fait de l'ordre, je dirais, de l'acceptable sur le plan des normativités religieuses. Alors, cette dissonance intérieure est aussi gérée, je crois, par les jeunes, grâce à un autre moyen, grâce à une autre manière de faire, qui est ce que je pourrais appeler la moralisation du religieux. Avec la moralisation du religieux, on n'est plus dans la normativité brute, brutale, dans les normes abstraites, on est dans quelque chose de différent, qui est exactement le fait qu'on soit bon ou mauvais, que ce que nous faisons soit acceptable ou non acceptable sur le plan moral. Et nous avons, je dirais, dans cette question de la moralisation, tous les extraits d'entretien qui reprennent le thème que j'appellerais le thème du faux voile ou du voile hypocrite. Porter le voile, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. D'accord? Et on arrive à la conclusion qu'exactement pour beaucoup de jeunes, une fille qui porte le voile mais qui a un comportement un peu, je dirais, je ne trouve pas le mot, voilà, immoral, son voile ne va pas régler l'affaire, et une fille qui n'a pas de voile mais qui est beaucoup plus correcte, beaucoup plus stricte sur le plan moral, serait, entre guillemets, sur le plan moral, supérieure à la première. Alors, c'est intéressant tout ça. Il y a énormément de choses sur ce voile hypocrite, sur ce voile, sur ce beau voile, il y a beaucoup d'extraits dans lesquels les jeunes parlent de la fille voilée du coin qu'ils vont retrouver dans un bar ou dans un café en train de boire en cachette, qui met son voile en arrivant dans le quartier, auprès de la maison. Il y a plein de choses de cet ordre qui rappellent à quel point exactement les jeunes finissent par dire que, exactement, ce n'est plus la norme religieuse qui devrait l'emporter, mais la norme morale. Et cette moralisation, je crois, est un élément central, d'accord, pour remettre en question la norme religieuse. Alors, en parlant de ce qu'il pense du voile et qu'il qualifie de libas shari, un jeune, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Nizar, trouve plus facilement les mots pour souligner la dimension morale. Concernant le libas shari, il dit « Je crois que chacun doit agir selon sa conscience ». Et là, on est dans ce que disait aussi là, au débat, c'est-à-dire cette individualisation. Ce retour au référent individuel, ce retour à l'individu qui devient, je dirais, le maître de son corps, le maître de son destin, le maître de ses choix, d'accord? Même si par ailleurs, le voile resterait une norme
abstraite, non négociable. Et ça, on va le retrouver très souvent. Les gens vont dire, le voile, c'est la norme, il faut le porter, mais chacun est libre de faire les choses selon sa conscience. Et ça, c'est, je dirais, un thème qui va revenir de manière fréquente. Alors, dernier point, et je termine là-dessus, et ça aurait été intéressant aussi d'interroger cette partie, c'est les données qui portent sur l'application de la charia. On a posé la question aux jeunes, est-ce qu'ils seraient favorables au retour à l'application de la charia? Alors on trouve là plein d'arguments pour rejeter, si j'ose dire, le retour à la norme pénale islamique, au hudud. Pourquoi? Parce que d'abord, on arrive à réaliser que cette norme est un peu brutale, quand même, couper la main, couper la tête, etc. D'accord? Et les jeunes le disent, ils qualifient ça de tahaluf. Ils le disent dans ces mots, d'accord? Et ils disent que ces pratiques-là ne sont plus du goût du jour, quelque part. On ne peut plus les appliquer aujourd'hui. On les appliquait il y a 20 siècles, d'accord? C'est bon, mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et surtout, les jeunes vont utiliser, je dirais, d'un autre subterfuge pour s'échapper de la question. Ils vont dire que l'application de la charia nécessite une société complètement juste, ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Tant qu'il y aura des pauvres, tant que les gens seront obligés de voler, tant que, etc., on ne pourra pas appliquer la charia. Et par conséquent, l'application de la charia est renvoyée, si j'ose dire, au canon grec, par ce billet-là, en disant, voilà, en attendant ces jours, d'accord, vaut mieux rester sur le droit positif qui, exactement, je dirais, rendrait beaucoup plus de justice aux gens selon leurs conditions. Alors, je termine avec l'attitude face au salafisme, et je dirais 2 mots pour terminer, parce que c'est un aspect, je crois, qui montre d'une certaine manière cette sécularisation rampante et qui vient contrecarrer les efforts de réalisation portés par les islamistes au lendemain des révoltes arabes. D'accord? J'ai dit que le quartier était complètement agité à l'époque par l'Ansar al-Sharia, certaines mosquées étaient occupées par les salafistes, des gens étaient obligés de fermer leur commerce, des jeunes des quartiers ne pouvaient plus boire au bord du trottoir comme avant, on était beaucoup plus contrôlés dans ses sorties, dans ses entrées, etc. Et je pense que l'attitude vis-à-vis de Ansar al-Sharia est intéressante. Alors, bien sûr, il y avait des gens qui étaient proches de la mouvement salafiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité, si j'ose dire, des jeunes à qui on a fait des interviews, étaient contre le salafisme, même si ils voyaient dans les salafistes des enfants du quartier comme eux. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté, je dirais, l'évaluation des islamistes et des salafistes se faisait sur 2 registres en même temps. Un registre de proximité de conditions et de proximité géographique. Ces jeunes-là, salafistes, c'est des égarés, entre guillemets, mais ce sont les copains d'enfance. On ne peut pas complètement les rejeter, d'accord, ou les diaboliser. Et d'un autre côté, on va dire que ces salafistes sont dangereux parce qu'exactement, ils remettent en question, ils remettent en cause le principe du vivre ensemble. D'accord. Et ça apparaît. Et là, on voit les effets, si je veux dire, de cette sécularisation silencieuse qui est là depuis 40 ans, 50 ans. D'accord. Le jeune qui voit qu'il a le droit de boire sa bière tranquillement au bord du trottoir, ne veut pas qu'on vienne l'embêter, d'accord, pour appliquer le droit musulman ou appliquer la norme religieuse. Alors, je dirais 2 mots pour terminer là-dessus. On a constaté, à travers l'analyse du matériel des entretiens, que la figure du salafi condense des représentations négatives, si j'ose dire, de la religiosité. Bigoterie, intolérance, dogmatisme, tartufferie, tout ça. D'accord. Et il y a énormément aussi ce thème, je dirais, du faux salafiste. Du salafiste, voilà, qui donne des leçons aux autres, mais qui ne se les plaît pas lui-même, d'accord. Le salafiste qui donne des leçons, d'accord, et qui, à la limite même, c'est intéressant, qui cherche à se faire du profit, entre guillemets, en termes de saweb, au détriment des jeunes et au détriment des autres. Par exemple, un jeune nous disait, quand je blasphème, comme il le dit lui, c'est-à-dire, il insulte le bon Dieu, on vient lui dire arrête de faire ça. Et il dit, pourquoi on me demande d'arrêter de faire ça? Parce que le type qui me dit ça, il veut gagner des points auprès du bon Dieu. Il le fait à mes dépens, quelque part. Vous voyez très bien, c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Alors, je termine avec un dernier point. Je pense que dans l'attitude vis-à-vis des salafistes, on peut repérer trois éléments.
Trois choses. Le premier élément est un élément critique. Il est fondé sur le principe de liberté de conscience, d'accord, et de libre arbitre comme droit inaliénable. J'ai le droit de disposer de moi-même, de mon corps, de mes choix, de faire ce que je veux, etc., dans les limites de ce que permet le droit. D'accord? Deuxième élément, il y a avec ça, bien sûr, l'idée que personne n'a le droit de m'excommunier, de dire que je ne suis pas un bon musulman, personne n'a le droit de monopoliser l'interprétation du texte religieux, etc. Il y a un deuxième élément qui est très important, qui est une sorte de sociologie spontanée, si j'ose dire, du salafisme. Les jeunes confrontés à ce phénomène dans le quartier, au moins il y a 5 années, avaient besoin de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que des délinquants, si j'ose dire, d'hier, basculent du jour au lendemain pour devenir des imams de mosquées? D'accord? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et on a toutes sortes d'interprétations sociologiques qui ne sont pas tout à fait bidons, hein, qui sont intéressantes parfois, dans lesquelles, par exemple, on retrouve l'idée qu'une bonne partie de ces jeunes-là sont des jeunes ratés, qui ont raté la vie ici et qui veulent se racheter, se rattraper, je dirais, par quelque chose qui aurait lieu ailleurs, dans un autre monde, dans le martyre, etc. D'accord? Et puis, troisième élément qui est très important et qui me paraît très, très touchant, en tout cas, c'est une vision des salafistes qui est moins diabolisante, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle est construite sur la proximité. Par exemple, nous avons des extraits d'entretien d'une jeune fille dont le frère est salafi. Il est menuisier, j'ai oublié maintenant son prénom, et qui utilise le sarcasme, l'ironie pour pouvoir le supporter au quotidien. Alors, elle lui a collé le sobriquet de l'Ayajouz, parce qu'il n'arrête pas de dire l'Ayajouz, c'est-à-dire que c'est interdit, etc. Alors, on voit très bien comment, en fin de compte, une fille comme celle-ci elle dit que son frère n'est pas si méchant que ça, d'accord? Il n'est pas violent, il les embête au quotidien, mais pas plus que ça, etc. Et je pense qu'avec un peu d'humour et un peu de, je dirais, de sarcasme, elle arrive à maîtriser, à le maîtriser, d'accord, et à vivre avec lui. Je m'arrête. Je vous remercie. Merci, Rimed.